Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, comme tous les mardis, ici Sasa qui vous accueille pour un nouvel épisode des joies de l'éco-construction. La semaine dernière, je vous ai emmené dans un atelier de construction d'une cabane en bois dans les arbres. Nous avons notamment parlé de l'assemblage tenon-mortaise, technique qui a été utilisée lors de cet atelier sans outils électriques. C'est une technique utilisée un peu partout dans le monde et surtout au Japon où les maîtres charpentiers ont poussé très loin ces savoir-faire. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder les quelques vidéos dont j'ai mis les liens sur la page de l'émission, en tout cas c'est passionnant. Cet atelier animé par Chen Jinwei s'est déroulé à Sizhou dans le comté de Zhanghua sur la côte ouest de Taïwan. Plus précisément, c'était dans une petite forêt plantée il y a une vingtaine d'années au milieu de rizières à l'initiative du poète Wu Sheng. Vous me direz, mais quel est le lien entre poésie et planter une forêt ? En fait, Wu Sheng est un poète engagé, notamment dans le domaine environnemental. À travers sa plume, il s'est attaché à partager les sentiments de la vie à la campagne, les liens avec la nature, les rizières, mais aussi le choc de voir la campagne défigurée par les projets de promoteurs immobiliers et d'industriels. Wu Sheng s'est ainsi engagé en parallèle sur le terrain, en soutenant des mouvements sociaux en zone rurale, mais aussi en plantant une forêt sur la rizière qui appartenait jadis à sa mère. Un recueil des poèmes de Wu Sheng a été traduit en français récemment par Jiayinket Lin Suarez et Isabelle Rabu et est paru aux éditions Circé. Il s'intitule « Grand-mère n'est pas poète ». Vous trouverez un lien sur la page web de cette émission. Je vous conseille vivement ce recueil de poèmes parce qu'on y voit l'évolution de l'écriture de Wu Sheng depuis ses premiers écrits jusqu'à ses réflexions sur la vieillesse. Et puis c'est un point de vue sur Taïwan que l'on a rarement l'occasion d'entendre. C'est Taïwan vu depuis les rizières, avec une certaine tendresse propre à la poésie. Dans le précédent épisode, l'animateur de l'atelier, Chen Jinwei, disait qu'il se sentait bien dans la forêt Chuanyuan. Il a l'impression qu'à Taïwan, on vit dans des frigos. C'est sa manière à lui de décrire les appartements refroidis à l'air conditionné. Je lui ai dit que j'étais un peu triste de constater le sort de la plupart des Sanreyuan, ces maisons de style Minnan, au plan en forme de U autour d'une cour centrale. Elles sont souvent abandonnées ou détruites. Tout ça me fait penser à un poème de Wu Sheng qui m'a beaucoup marqué, dont voici la traduction tirée du recueil dont je vous ai parlé. Le dieu du sol. Dans un grondement de tonnerre, un camion a déchargé une pleine cargaison de gravier, engloutissant aussitôt un autre carré de terre verdoyante et enterrant au bout du champ le petit temple du dieu du sol. Le dieu du sol a pris la fuite, affolé. Il tourne tristement autour du tas de gravier et regarde, stupéfait, tous ces cailloux qui lui semblent familiers. N'est-ce pas ceux que nos ancêtres ont ramassés au fil des années, courbés au-dessus de la rive ? Leurs lignes de la main, leur sueur et leur labeur sont encore visibles dessus. Il faut de si longs mois pour défricher et si peu de temps pour mettre en valeur. Dans un grondement de tonnerre, un camion a déchargé une pleine cargaison de gravier, engloutissant d'immenses étendues de terre cultivée, et les cultures, qui se succédaient en une chaîne vitale infinie, ont coulé pour toujours au fond de l'histoire. L'encens ne brûle plus pour le dieu de la terre, qui n'a plus de champ à protéger. Le voilà devenu sans domicile fixe. Il entend confusément, politiciens et financiers, acclamer en se tenant par la main le succès de la libération des terres agricoles. Peut-être toutes les terres fertiles tomberont-elles entre leurs mains. Alors on ne verra plus les fossés qui se croisent entre les rizières, et à la fin, les enfants de mon village, promenant leurs âmes errantes, vagabonderont désespérément.
Oui, nous aussi, nous sommes très tristes, car nous avons grandi avec ces maisons qui disparaissent aujourd'hui. La destruction de ces maisons traditionnelles pour être remplacées par des bâtiments de plusieurs étages, c'est orchestré par des promoteurs immobiliers qui viennent des grandes villes et qui n'ont aucun lien avec cette terre, ni avec les gens d'ici. C'est un peu comme une invasion. Ils ne sont pas d'ici, mais viennent parce qu'ils en tirent un intérêt. On ne peut pas stopper ce phénomène, mais on peut agir à son niveau, à petite échelle. Autrefois, il y avait de magnifiques sanreuyen. On s'entraidait pour les construire. Aujourd'hui, on vit dans notre coin. Les gens sont de plus en plus isolés. Pour obtenir quelque chose ou faire construire une maison, on paie des personnes que l'on ne connaît pas parce qu'elles nous fournissent une marchandise ou un service. Mais il y a une prise de conscience progressive des problèmes engendrés par ce système. Par exemple, il y a quelques années, on pensait qu'on ne pouvait pas cultiver sans acheter d'engrais. Aujourd'hui, de plus en plus de gens se rendent compte que si, c'est possible. À l'époque de nos grands-parents, ils cultivaient bien sans acheter d'engrais. Alors les gens réalisent petit à petit que de nombreux savoirs ont été oubliés, et ils s'y intéressent de plus en plus. Même si Chen Jinwei est triste de voir la destruction des sanreuyen, tout comme Wu Sheng, il n'est pas défaitiste. Concernant les sanreuyen qui restent, parfois les jeunes qui ont envie d'aller vivre à la campagne, les néo-ruraux, auraient bien envie de les louer, mais c'est difficile, parce que les droits de propriété sont divisés entre tous les membres de la famille, et il faut obtenir l'accord de chaque membre. En plus, ces maisons sont censées abriter les tablettes aux ancêtres, et certains propriétaires sont donc réticents à les louer, même si du coup ça veut dire que la maison est laissée à l'abandon, et comme elle n'est pas entretenue, elle s'effondrera un jour. Rien ne sert de se plaindre, il faut agir, faire ce qu'on peut à son niveau. Par exemple, moi j'aime les sanreuyen, les maisons traditionnelles. J'en ai trouvé une à Lougang, et j'ai sauté sur l'occasion, je la loue désormais pour en faire mon atelier de menuiserie. On peut commencer petit, pas la peine de louer les 3 ailes d'un sanreuyen, on peut louer une seule aile, le temps de tisser des liens avec les propriétaires et les voisins. Une fois la confiance établie, les propriétaires seront peut-être d'accord pour louer tout le sanreuyen. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Il faut y aller étape par étape et ce qui compte, c'est l'attitude. L'important, c'est d'être digne de confiance, de vouloir apprendre, de créer des liens. L'idée, ce n'est pas de louer un sanreuyen pour louer un sanreuyen. Ce qui importe, c'est l'action. Au départ, je n'étais pas menuisier, je travaillais dans l'informatique. J'ai eu la chance de trouver un super professeur de menuiserie qui a bien voulu me transmettre ses connaissances et son savoir-faire. Maintenant, ce qui me rend heureux, c'est d'être avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Et cela me donne envie de leur partager, à mon tour, ce savoir-faire. Pendant l'atelier, Wu Sheng est passé voir l'avancée de la construction de la cabane, et comme il savait que j'avais déjà son recueil en français, il m'a offert un recueil chinois-anglais. D'ailleurs, il faut préciser que certains de ses poèmes se lisent aussi en taïwanais. Ici, c'est l'endroit où la rivière et la mer se rencontrent avec passion. La terre humide où se déploie le spectacle des crabes violonistes, des poissons amphibies, des courlis et des râles. Le pays où les aigrettes blanches cherchent leur nourriture. Le couloir de la vie par lequel migrent les dauphins au large des côtes. À cet endroit, des générations de paysans et de pêcheurs ont versé leur sueur et goûté le vent frais, au rythme des marées. Leurs allées et venues ont tracé sur les vasières des rides fascinantes, traces de l'histoire vite effacée. Ici, l'espace est assez vaste pour que nos regards portent au loin, assez vaste pour nous ouvrir l'esprit et nous faire sentir l'insignifiance de nos vies et la joie de l'insignifiance. À cet endroit, nos descendants auront-ils encore l'occasion de venir ? L'usine pétrochimique, lumière du pays, menace et désole. La dernière zone humide de la côte ouest, la bannière de la construction, claque fièrement face au vent de l'estuaire. Bientôt, l'appétit des développeurs nous offrira un horizon bouché, un ciel pollué par les fumées grasses des cheminées. Bientôt, l'intérêt d'une minorité captera les ressources en eau et nous offrira la sécheresse en retour. Bientôt, la majorité silencieuse laissera périr les poissons amphibies, les crabes violonistes et les râles.
les aigrettes et les dauphins, et même les paysans et les pêcheurs, pour la prospérité que nous vantent les slogans. Le prix à payer, ce qu'il en coûtera à l'environnement, comment le calculer? Mais tout ce que je peux faire, c'est écrire un poème. Comme j'aimerais que mes vers se transforment en balles, pour faire gicler ces cervelles insatiables, ou en épée pour transpercer ces poitrines avides, mais hélas, tout ce que je peux faire, c'est écrire un chant de douleur inutile, en ravalant mon angoisse et ma colère. Mes vers ne sont ni des balles ni des épées, je ne puis intimider personne, et ne plierai le genou devant personne. Me restent ces mots emplis de larmes, qu'inlassablement je récite, qu'inlassablement j'adresse au ciel et à la terre. Comme vous le savez, j'ai croisé au fil de mes reportages des gens comme Chen Junwei qui s'intéressent aux savoir-faire anciens et aux matériaux naturels. Il reste encore très minoritaire à Taïwan, mais c'est peut-être un signe avant-coureur. Je pense que les choses vont changer progressivement. Certains de mes élèves veulent aussi construire une maison. On a dessiné des plans ensemble, on a fabriqué des petites maquettes, on discute, on s'encourage mutuellement. Je dis à ces élèves, construire une maison, ce n'est pas si difficile. Le plus important, c'est de commencer. Si vous commencez, des gens viendront vous aider. Par exemple, moi, je peux vous aider à faire le budget, vous indiquer où l'on peut trouver les matériaux, comment se travaille la chaux, etc. Le plus important, c'est d'être convaincu que l'on fait quelque chose de bien et de ne pas penser uniquement à la fatigue que cela va engendrer. En fait, la plupart des gens, pour éviter de se fatiguer, font des choses qu'ils n'aiment pas dans la vie. C'est un gâchis pour la société que de nous conduire à faire des choses qui n'ont pas de sens, juste parce qu'on n'a pas envie de se fatiguer. Voilà une très belle conclusion. Il faudrait se poser la question tous les jours. Est-ce que je fais ceci ou cela simplement pour ne pas me fatiguer ? Et du coup, est-ce que je ne passe pas à côté de choses que j'aime dans la vie juste par crainte de l'effort ? Les voies de l'éco-construction mènent à l'action, mais aussi à la réflexion. D'ailleurs, l'une ne va pas sans l'autre. Prenons de la hauteur, comme dans une cabane dans les arbres. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation sur les ondes de RTI et vous dis à mardi prochain.